Je vais faire quelques commentaires sur le TD machine thermique. Donc pour le premier exercice, on vous donne une machine thermique. Alors on ne vous dit pas si c'est un moteur ou une machine plutôt réceptrice. Mais évidemment, comme on vous dit que le fluide, donc le système, prend une quantité d'énergie par chaleur à la source chaude, on comprend que le sens est le sens en fait naturel, donc source chaude vers source froide, d'accord, puisque le fluide va donc céder de l'énergie à la source froide, et donc on a le système qui va pouvoir récupérer donc un travail. Donc on va avoir, dans ce sens-là, on voit que le fluide va recevoir de l'énergie de la source chaude, donc on va avoir QC qui est positif, QF qui va être en revanche négatif, d'accord, et dans ce cas-là, on sait que W est négatif, on a affaire à un moteur. Alors, quel est le travail fourni par cette machine? Bon, ça, c'est pas compliqué, finalement, ce qu'on vous donne, donc c'est Q1, Q2, enfin, QC, QF. Donc là, on a mis l'indice 1 pour la source chaude, d'accord, 1, et 2 pour la source froide. Donc, le premier principe, il est ici, avec delta U égale 0, puisque c'est un cycle. Et donc, connaissant Q1 et Q2, avec les signes, toujours pareil, les signes en français, on ne vous les donne pas. On ne vous dit pas j'ai perdu moins 3 euros, on vous dit j'ai perdu 3 euros. C'est à vous de mettre le moins dans vos comptes. Donc là, c'est pareil. Il cède une quantité de chaleur 350 joules. Ça veut dire que Q2 est égal à moins 350 joules. D'accord ? De toute façon, sinon vous arrivez à un moment donné à une incohérence. Donc ça permet de trouver donc W. Une fois qu'on a W, on trouve facilement la puissance, puisqu'on dit qu'il y a 10 cycles par seconde, donc 10 fois plus de travail par seconde, donc 1500 joules par seconde, donc une puissance de 1500 watts. Pour le rendement, donc si on récupère 150 joules, mais qu'on en a investi beaucoup plus, puisque je vous rappelle que l'investissement il se fait au niveau de la source chaude, d'accord, donc on a ce qui nous intéresse, donc W, 150 en valeur absolue sur 500 joules. Et donc ça vous fait un rendement d'à peu près 30%. Et dernière question, donc que peut-on dire de la température de la source chaude? Donc là, on va se servir d'une inégalité, de l'inégalité de Clausius. L'inégalité de Clausius, elle nous donne donc une relation sur les transferts thermiques et les températures donc des sources. Et donc on connaît Q1, Q2, alors toujours attention aussi, et T1, T2, pardon, la source froide, et donc une relation sur T1. Voilà, donc c'est pas un exercice très compliqué, de toute façon vous verrez les exercices sur machine thermique, sinon c'est pas trop compliqué, il y a vraiment que les deux relations fondamentales. Donc le premier principe, W plus QC plus QF égale 0, donc là pour une machine diterme, sinon c'est somme des QI, et puis somme des QI sur TI qui est inférieur ou égal à 0 pour Clausius. Et normalement avec ces deux choses, en se débrouillant bien, on arrive à faire tous les exercices demandés. Allez, donc on passe au suivant. Donc dans ce cas-là, on a une machine tritherme, donc c'est un peu surprenant, mais on va s'en sortir. Donc on a les égalités donc fondamentales et inégalités de Clausius. Donc on aurait W plus Q1 plus Q2 plus Q3 égale 0. Sauf que dans cet exercice, on a Q3 égale Q2 par hasard. Et on a également donc Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 plus Q3 sur T3 qui est inférieur ou égal à 0 d'après Clausius. Sauf que là, dans le texte, on nous annonce que le cycle est réversible. Où est-ce que c'est écrit cette chose-là? Voilà, ici, réversible, c'est ici, voilà. Donc une machine thermique réversible, donc ça veut dire que là, l'inégalité ici devient en fait une égalité. D'accord? Ici, on a pareil toujours Q2 égale Q3. Et donc finalement, comme on nous donne le travail, d'accord? On nous dit quand même que c'est
Donc c'est un moteur, hein, puisque vous voyez le W ici est négatif. Donc, et on vous le donne. D'accord, on vous donne la valeur absolue, 1 kJ. Donc en fait, c'est à vous d'écrire W, enfin pour l'application numérique, en tout cas W égale moins 1 kJ. Hein, toujours la même remarque, quand vous perdez 1 euro, vous mettez moins 1 euro. Donc là c'est pareil, le système perd de l'énergie par travail, et c'est l'extérieur qui en bénéficie, donc il va pouvoir faire bouger une pièce mobile. Donc ça c'est pour l'application numérique. Et donc finalement on a toujours deux équations inégalités. Là ça devient deux équations puisqu'on n'a plus l'inégalité. On a aussi l'égalité de Clausius puisqu'on est dans le cas réversible. Et on a deux inconnus Q1, Q2. Donc on se retrouve avec un système de deux inconnus, Q1, Q2, et deux inconnus pour deux équations, ça ne pose aucun problème. Donc la résolution mathématique est faite dans la suite, hein, je ne vais pas la refaire pour vous. Donc je répète, hein, W est connu, Q2 égale Q3, donc on n'a pas Q3 comme inconnu, et donc on n'a bien que Q1 et Q2 comme inconnus. Donc une fois qu'on a fait ça, on a un moteur tritherme. Donc pour la définition du rendement, donc on nous demande de calculer le rendement à la fin. Pour la définition du rendement, on va ce qui nous intéresse, on va définir ce qui nous intéresse, donc le travail bien sûr, hein, puisque c'est un moteur, on veut savoir combien d'énergie par travail on va récupérer. Donc W c'est ce qui nous intéresse en valeur absolue, ou moins W si vous préférez, sur ce qu'on paye. Et ce qu'on paye donc c'est la source chaude, hein, c'est entre guillemets le charbon qui est en train de flamber. Et donc là, la source chaude, c'est T1, c'est celle qui a la température la plus élevée, et donc c'est celle qui fournit justement l'énergie par chaleur Q1. Donc on a moins W sur Q1, comme on connaît ces deux valeurs, on connaît le rendement. Voilà pour cet exercice. Pour l'exercice 3, on s'intéresse à un freezer. Donc un freezer, là ils l'ont mis à moins 3 degrés, et dans une pièce à 27 degrés. Alors, donc là, on sait que le freezer, c'est une machine frigorifique, hein, réfrigérante. Donc là, la première question, c'est vraiment du cours, faire un schéma de fonctionnement et calculer l'efficacité théorique maximale de l'appareil. Ça, c'est du cours. C'est du cours, mais qu'il faut savoir faire sans chercher longtemps. Hein. Donc on part, comme d'habitude, donc du premier principe et du second principe. Donc pour l'efficacité de Carnot, on sait que c'est dans le cas maximal, donc si on veut, au lieu de traiter en inégalité, on peut traiter en égalité et dire à la fin que qu'au mieux on aura cette valeur-là d'efficacité. Donc on trouve température de la source froide sur la différence des deux températures, et on a une efficacité de Carnot, donc l'efficacité maximale, qui est de 9. D'accord ? Donc ça c'est le schéma du cours, hein. Donc on va prélever de l'énergie à la source froide pour aller réchauffer donc la pièce, la source chaude, et pour faire cet exploit d'inverser le sens spontané des transferts thermiques, hein, qui vont normalement du chaud vers le froid, on est obligé de fournir donc de l'énergie donc grâce à EDF dans le cas d'un frigo qu'on branche sur la prise électrique. Donc on trouve l'efficacité numériquement de 9. Et on nous annonce que l'appareil fonctionne à 80% de cette efficacité maximale. Donc 80% de 9, ça fait 7,2 d'efficacité. D'accord ? C'est-à-dire que si vous investissez 100 joules, vous allez être capable d'extraire 720 joules à la source froide. D'accord ? C'est ce que ça veut dire. Hein. On a un rendement entre guillemets supérieur à 1, donc c'est une efficacité. C'est-à-dire que si vous investissez 1 euro, vous en récupérez 2. D'accord ? Voilà, donc dans le cas de la banque, ça ne marche pas bien, mais dans le cas des machines, ça va marcher. Donc déterminer la puissance thermique, donc là on est tout en puissance et non pas en énergie. Alors ça change évidemment pas grand chose, puisque les efficacités donc, sont définies par Q1, donc ce qui nous intéresse, donc c'est l'énergie qu'on a réussi à prélever à la source froide sur W, le travail qu'on a fourni. Si on divise haut et bas par delta T, donc la durée élémentaire d'un cycle par exemple, on va avoir ici la puissance prélevée à la source froide, d'accord, donc P1 ou PTH, puissance prélevée à la source froide, et ici donc la puissance justement apportée. Donc nous on sait qu'ici c'est 100 watts, d'accord, et donc on sait que qu'on a une efficacité de 7,2, donc on a 7,2 fois plus
de puissance d'énergie prélevée à la source froide. Donc on va prélever 720 watts. De la même façon, le premier principe nous dit que W plus Q1 plus Q2 est égal à 0. Donc si on divise tout par l'intervalle de temps, on va raisonner en puissance. Donc la puissance EDF entre guillemets, plus la puissance donc 1, c'est-à-dire de la source froide, plus puissance 0, 0 ici, de la source chaude, doit être égal à 0. Celui-là il vaut 100, celui-là il vaut 720, donc celui-là il vaut moins 820. D'accord? Alors moins 820 évidemment rejeté, donc là je l'ai mis en valeur absolue, ça va évidemment Q0 évidemment négatif, on a le sens ici, vous connaissez tous les sens. Donc ça c'est l'énergie 720 watts, c'est la puissance qu'on est capable d'extraire à la source froide, et donc ça va permettre de refroidir par exemple 1 litre d'eau qu'on aurait pris à la température ambiante, et on voudrait savoir combien de temps pour que cette eau passe de 27 degrés à 5 degrés. Alors, donc là, il faut bien voir pour la question 3, il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'on va changer de point de vue. C'est-à-dire que là, l'eau, elle est placée dans la source froide, donc entre guillemets, ça fait partie de la source froide, donc le nouveau système, c'est le litre d'eau, d'accord? Et donc ce système, le litre d'eau, on lui applique donc le premier principe au évolution monobar, c'est-à-dire delta H de l'eau est égal à Q, le transfert thermique. Sauf que Q, on sait que, je vous rappelle, on est dans la source froide, et la source froide, il y a justement une énergie Q1 qui part à chaque instant. Alors évidemment, Q1 est reçu par le fluide frigorifique, mais en revanche, il est perdu par la source, quoi, par l'eau qu'on a mis dans la source. Donc là, on a Q entre guillemets prélevé à l'eau, qui est en fait égal à moins Q1, quoi. Autrement dit, à moins la puissance thermique fois delta T. Delta HE pour l'eau, c'est simplement MC delta T, et donc on trouve comme ça, puisqu'on sait qu'on veut diminuer de 22 degrés, puisqu'on va passer de 27 à 5 degrés, donc on peut trouver la durée nécessaire pour diminuer d'autant la température. Voilà. Donc là, il faut juste faire attention, comme je dis, aux différents signes, sinon on a des petites incohérences. Voilà. Ici, évidemment, ça c'est négatif aussi. Donc on a bien quelque chose de négatif qui est égal à quelque chose de négatif. D'accord? Puisque la température finale est plus basse que la température initiale, TF moins T0. Voilà, donc ça c'est pour faire attention aux petites erreurs. Et la question 4 est quasiment la même chose, sauf que on lui fait subir un peu plus de choses à ce litre d'eau. On le fait à la fois descendre en température, d'accord? Donc ça va être... il y a plusieurs étapes. On commence donc avec une température T0, la température donc de la source chaude. On va passer à la température de fusion, d'accord? Puisqu'il faut passer de 27 degrés à 0 degré, le litre d'eau avant de pouvoir le congeler. Une fois qu'il est... donc là, c'est juste un refroidissement, cette étape-là. Donc c'est ce qui correspond finalement à delta ici, donc T0 moins T fuse. Alors attention aux notations, j'ai pas fait attention, mais ici le TF, c'est le T fusion, alors qu'au-dessus le TF c'était le T final, c'est-à-dire les 5 degrés. D'accord, ici le TF, attention, ici TF égale 0 degré, alors qu'au-dessus TF égale 5 degrés. Donc là, on veut aller jusqu'à moins 3, donc il faut forcément passer par 0. Quand on est à 0, là on reste à T fuse, mais on fait donc la solidification. Et on finit à T de la source froide, donc à T1. Voilà. Donc là, le delta H de cette étape-là, on sait que c'est, donc je l'ai appelé delta HE, c'est MC, température donc finale donc,
de l'étape, donc température de fusion, je notais TF aussi, moins T0. Après, la deuxième étape ici, ça va être delta H, donc de solidification, qui est égal donc à M fois la chaleur latente de solidification, qui est égale à moins celle de fusion, d'accord? Solidifier, c'est l'inverse de la fonte, de la fusion, et voilà, ça c'est bon. Et la dernière étape, ici, cette étape-là, c'est donc le refroidissement du glaçon, puisque une fois qu'on a tout solidifié, on se retrouve avec un glaçon. Donc je notais delta G égale donc MC, mais cette fois-ci de la glace, température finale, donc T1, moins température intermédiaire, donc T fusion, que j'ai noté TF également. Donc ça rajoute des termes par rapport à avant, mais le principe est le même, ça reste un calcul de variation d'enthalpie qui est égal donc à l'énergie prélevée. Et donc voilà, il y a plus de termes, on fait le calcul et on trouve évidemment une durée plus longue, puisque ici le delta H de solidification va consommer énormément d'énergie. Alors le dernier exercice, c'est un grand classique. Donc on prend le moteur, le moteur à essence. Donc on vous donne la puissance du moteur, 55 chevaux. Donc 55 chevaux évidemment à convertir en watts, avec la conversion qui est donnée ici. Un cheval, c'est 736 watts. Et donc là, la voiture est équivalente à 55 chevaux. Donc finalement, on a la puissance de la voiture et on aimerait connaître sa consommation. Et en fait, connaître sa consommation, c'est-à-dire savoir combien de moles d'essence elle va consommer sur 100 km roulant à 130 km par heure, sachant que on vous dit que la combustion d'une mole d'essence libère 5 mégajoules. Donc là, on est sur un moteur. Donc le moteur, premier réflexe, on va refaire le schéma classique, source chaude, source froide, et donc le sens spontané. Et donc on a W qui est négatif, on a QC qui est positif, c'est-à-dire qu'on va prélever à la source chaude, donc le fluide va le recevoir, et QF qui est donc négatif, puisque ça va partir du fluide pour aller réchauffer la source froide. Donc ça, on sait que le rendement état est défini par moins W sur QC. Donc là, on connaît pas mal de choses. On connaît W, puisque W, on sait que c'est, moins W, puisque c'est positif, c'est la puissance fois la durée. D'accord? Donc c'est cette relation-là. Donc ça, on connaît. On connaît également le rendement. Alors, il n'est pas donné directement, mais on nous dit qu'on a un rendement qui est voisin de 50% du rendement de Carnot. Le rendement de Carnot, je ne vous refais pas la démonstration. On sait que donc état, on nous dit que c'est égal à 50%, donc X égale 50% du rendement de Carnot. Et le rendement de Carnot, c'est 1 moins TF sur TC. D'accord? Donc ça à connaître, ça permet d'aller un peu plus vite, à savoir redémontrer bien sûr. Donc ça c'est bien sûr inférieur à 1 moins TF sur TC, c'est inférieur à 1, c'est compris entre 0 et 1 puisque TF est inférieur à TC. Donc à nouveau, n'écrivez pas n'importe quoi, vérifiez qu'au moins ce que vous écrivez, si vous avez un doute, est-ce que c'est TC sur TF ou quoi que ce soit, vérifiez que c'est cohérent. Si vous écrivez 1 moins TC sur TF, c'est une faute un peu grave parce qu'au-delà de l'étourderie, ça n'a juste aucun sens puisque ça donnerait un rendement négatif. Donc ça vous connaissez, donc finalement on connaît le rendement, donc on connaît le rendement, on connaît W, donc finalement on en déduit QF. QC, pardon. Or QC, c'est donc l'énergie prise à la source chaude et donc qui est fournie par l'essence. Donc en fait QC c'est N fois le nombre de moles qu'on brûle fois l'énergie libérée par une mole. Et nous, ce qu'on cherche, finalement, c'est la quantité de matière qu'on va brûler sur ce parcours. Donc là, quand on récupère tout ça, on arrive rapidement à cette égalité-là. D'accord? À la quantité de matière qui vaut, puisque là, ça, c'est égal à N fois l'énergie molaire. Donc, on en déduit facilement N. Donc, le delta T, on n'en a pas parlé, mais c'est la durée qu'il faut pour parcourir 100 km à 130 km/h.
Alors attention aux conversions, hein, passez bien en secondes. Et donc finalement, on trouve N. On trouve N sans trop de difficulté, 52 moles. Donc on brûle quand même 52 moles d'essence. Et 52 moles d'essence, ben, quand il faut transformer ça en volume, ben, c'est pas compliqué. On sait que 52 moles, ça représente une certaine masse en multipliant par la masse molaire. Et en divisant par la masse volumique, ben, on trouve le volume. Voilà, on trouve un volume de 7,9 litres au 100 km. Si on roule à ce rythme-là sur 500 km, et ben, on aura brûlé presque 5 fois plus, donc à peu près 40 litres. Donc il va falloir penser à refaire bientôt un plein. Voilà, donc c'est des ordres de grandeur tout à fait classiques, et l'exercice est très classique, donc à vous de bien l'étudier. Voilà pour ce TD.